Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 juillet 2021. Je fais cette vidéo devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, simplement pour venir saluer la justice sud-africaine. Extraordinaire la justice sud-africaine parce qu'ils ont réussi finalement à arrêter Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain. Jacob Zuma qui a été accusé comment on appelle ça, d'être corrompu. Voilà. Et donc il avait un ultimatum jusqu'au mercredi dernier, jusqu'à minuit, et finalement, il a fini par se rendre à partir de 23h30. C'est-à-dire que 30 minutes avant la fin de l'ultimatum, il s'est rendu à la justice sud-africaine. Donc je viens faire cette vidéo pour saluer en fait la justice sud-africaine, le peuple sud-africain, et puis de dire que c'est très très rare au monde de voir un ancien président. Alors un président n'existe pas moins, mais un ancien président qui est en prison. Donc voilà, Jacob Zuma, pour moi c'est la honte de l'Afrique de manière générale et la honte de l'Afrique du Sud en particulier. Parce qu'il a été pendant 10 ans en prison pour rejoindre Nelson Mandela pour la lutte anti-apartheid. Et moi personnellement, ce qui me touche et qui me révolte, c'est le fait de dire mais comment ça se fait que ces gens-là ont connu l'apartheid, qui a duré 40 ans, et puis quand on sort de l'apartheid, eh bien, ils se comportent comme des gens qui sont dans des pays qui n'ont pas connu l'apartheid. Parce que, heureusement, tous les pays au monde n'ont pas connu l'apartheid. Alors, il y a l'expérience américaine qui est beaucoup plus ancienne que l'expérience sud-africaine. Mais je pense que c'est ces deux pays-là qui se ressemblent au point de vue comment on appelle ça, instaurer et maintenir la ségrégation vis-à-vis des Noirs. Voyez-vous? Donc je disais que je ne comprends pas comment se fait-il que les hommes et femmes politiques en Afrique du Sud aient connu cette expérience-là, qui est très douloureuse pour le peuple noir et pour le peuple sud-africain en particulier, et puis ils se comportent à aller dans la légèreté, parce que c'est de la légèreté, hein, se laisser corrompre, hein, parce que Zuma s'est fait corrompre par une famille, comment dire, indienne, voilà, hein, voilà. Et puis aussi, il est impliqué aussi dans les corruptions avec le groupe Thales. C'est un groupe français hein, qui s'occupe de la fabrication au niveau de la technologie militaire et tout ça. Vous voyez? Et donc là, il est parti pour faire normalement 15 mois de prison. Mais là, c'est à titre préventif parce qu'en réalité, il n'a pas répondu, il n'a pas voulu collaborer avec la justice sud-africaine. C'est la raison pour laquelle il prend cette peine-là. Mais en réalité, dans les semaines, les mois qui viennent, il va encore répondre devant la justice par rapport à des faits qui lui sont reprochés, notamment, je vous dis, dans les, comment on appelle ça, corruption à tout va, quoi. Parce que Jacob Zuma, je sais pas, il a été coopté à l'époque par l'ANC, hein, l'ANC dirigé par Nelson Mandela. Il a été même vice-président, hein, je crois à l'époque de Thabo Mbeki, il a été vice-président, et après lui-même il est devenu président. Alors il a eu un mandat, après un deuxième mandat, mais il était obligé d'écourter le mandat parce que justement par rapport à son manque de probité. Hein, donc je crois que le Parlement à l'époque sud-africain avait décidé de pouvoir le destituer. Et finalement il a fini par rendre sa démission. Donc Nelson Mandela, qui fait 27 ans de prison, qui a sacrifié toute sa vie, finalement il se retrouve avec des gens qui sont dans la cupidité. Parce qu'après lui, il y a eu Thabo Mbeki. Après Thabo Mbeki, justement c'est Zuma. Après Zuma, là on a affaire à Cyril Ramaphosa, là. Il y a un avocat d'affaires aussi, pareil. C'est tous des cupides. Voilà. Et moi c'est ça qui me révolte. Parce que je me dis mais c'est incroyable. Comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas prendre au sérieux la question des Noirs en Afrique du Sud? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. On a dit qu'il y a eu la libération politique, maintenant il reste la question économique. Donc ces gens-là qui ont remplacé Nelson Mandela, ben, ils devaient se mettre au boulot très sérieusement, au lieu d'aller dans la légèreté, hein, dans la cupidité, franchement. Et du coup, tous ceux qui à chaque fois veulent accuser Mandela en disant que oui, et à la sortie de la fin de l'apartheid, il aurait dû ne pas signer certains paragraphes ou je ne sais pas quoi pour dire que voilà, finalement, au niveau économique, les Noirs sud-africains sont perdants. Mais j'ai dit, mais ceux qui l'ont remplacé, c'est-à-dire les Thabo Mbeki, les, comment on appelle ça, Cyril Ramaphosa aujourd'hui ou Zuma auparavant, qu'est-ce qui se branle? Voilà, c'est ça que la question. Et oui, moi alors là, je m'intéresse beaucoup plus dans ce sens-là. Parce que je dis ça a beaucoup plus de sens. Parce que le monsieur, il a fait 27 ans de prison. Hein, et bien eux, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Alors,
Zuma a fait 10 ans. Mais normalement, on aurait pensé que 10 ans, ça l'aurait aidé à comprendre que quand il vient là, c'est pour servir l'intérêt général, c'est pour être intègre. Mais non, non, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'eux. Voilà. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là comme ça, qui est dégradante, moralement. Voyez-vous? Donc moi, je viens faire cette vidéo devant l'ambassade de l'Afrique du Sud de manière symbolique, parce que je dis en matière politique, le symbole, il est très, très important, évidemment. Et ceux qui n'ont pas compris ça, mais qu'ils aillent faire autre chose. Voilà. Voyez-vous? Donc, quand on regarde les autres pays, comment on appelle ça, africains, ben, évidemment qu'il n'a pas à rougir Jacob Zuma. Pourquoi? Parce que quand on prend les différents pays, au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, je ne crois pas que Jacob Zuma soit pire que lui. On prend en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, je ne crois pas que Jacob Zuma soit pire que lui. On prend qui encore? Paul Biya au Cameroun, je ne pense pas que Jacob Zuma soit pire que lui. Et qui encore? Macky Sall au Sénégal, je ne crois pas que Jacob Zuma soit pire que lui. En gros, c'est de dire quoi? C'est de dire que dans l'Afrique noire en général, et la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, et vous voyez le t-shirt que j'ai porté aujourd'hui, hein, que j'inaugure, pour vous dire qu'on est dans la bataille, on ne lâchera rien. Donc j'ai dit, aucun président africain ne pourra lui donner des leçons. Simplement, il se retrouve dans un pays où le droit est respecté, la justice est respectée, les institutions sont respectées. Voilà. C'est un pays qui est sérieux. Même il donne des leçons aux pays occidentaux, notamment la France. Parce qu'en France, les hommes politiques aussi sont dans la magouille, mais pour autant, Chirac n'a pas été en prison, Nicolas Sarkozy n'ira jamais en prison. Tout ça, c'est pour gagner du temps et puis aussi pour le tenir. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, qu'est-ce que j'allais dire pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui? C'est que il y a quelqu'un qui a lancé un message pour dire que il demandait la contribution sur Tipeee pour moi. Non, 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 non. Faites attention. Pour l'instant, j'ai jamais demandé des contributions de qui que ce soit, parce que je trouve qu'en matière d'argent, c'est très complexe. Hein. Donc, faites attention. Hein. Vous allez attendre. Quand le moment viendra, je le dirai directement, comme je le fais là. Voilà, je le dirai directement. Quand vous verrez une vidéo de moi où je dis, voilà, apportez votre contribution, là oui. Pour l'instant, j'ai jamais rien demandé. Quand je demande des contributions, souvent, je dis que les gens très connus, qui sont fortunés, qu'ils aident le frère Kémy Séba, voilà, je dis ça facilement, qu'ils aident Nathalie Yamb, qu'ils aiment tous les militants, tous les activistes, hein, voilà, qui se battent pour la bonne cause. Pour le panafricanisme, voilà. Je dis ça, mais moi, en ce qui me concerne, pour l'instant, je n'ai jamais demandé une contribution pour l'instant. Voilà. Donc faites attention. S'il y a des petits malins qui s'aventurent à faire ça, hein, ne vous laissez pas berner. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, pour finir ma vidéo, je vais parler maintenant du cas de, comment on appelle ça, Haïti chéri. Haïti chéri, c'est-à-dire que l'actualité nous apprend l'assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse, que je ne connaissais pas, à vrai dire. Je dois vous dire très franchement, le cas haïtien, moi je m'étais arrêté un peu avec le musicien, l'artiste Martini, quand il a pris la présidence. Et lui, il m'avait tellement déçu que je dois dire que je regardais ça un peu à distance. Mais évidemment, avec un pincement au cœur, avec beaucoup d'émotions, parce que Haïti, c'est la première république noire. Donc c'est toute une histoire. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir à qui profite le crime de Jovenel Moïse. Voilà, à qui ça profite? Parce que quand on lit les dépêches et puis quand on écoute les infos, bon, il y a un frère qui est aux États-Unis qui a fait une vidéo que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup apprécié ses analyses. Lui, il a expliqué qu'il y a 3 pays là, qui sont à profiter du crime du président haïtien, Jovenel Moïse. C'est ici d'abord les États-Unis en premier, ensuite le Canada et la France. Voilà. Et donc moi je partage totalement son point de vue là-dessus. J'ai beaucoup aimé son analyse, ses analyses à ce propos-là. Voilà. Maintenant, ce que je tenais à dire, c'est par rapport aux pays africains. J'ai toujours pensé, je dis que la diaspora ne pourra avoir son émancipation, ne pourra avoir sa liberté que si l'Afrique se libère. Or, il se trouve que l'Afrique est toujours sous l'emprise des impérialistes, sous l'emprise des colonialistes. Et que par conséquent, eh ben, on voit bien que c'est difficile pour les frères qui sont en Guyane, les frères qui sont en Martinique, les frères qui sont comment dire, en Nouvelle-Calédonie même, les frères qui sont à la Martinique. Et puis là, c'est Haïti qui compte environ plus de 12 millions d'habitants. C'est énorme. Je crois que ça doit être l'île la plus peuplée, en tout cas en comparaison peut-être avec Cuba et tout ça. Mais en tout cas, quand je parle de côté colonie française plus ou moins, eh ben, ça doit être la plus peuplée normalement. Alors la Réunion, je ne me rappelle plus, la Réunion fait combien? Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que au fond, la situation comment on appelle ça, de Haïti est très préoccupante pour nous autres. Parce que ce sont des frères qui ont été déportés, hein, pour ne même pas dire les grands-parents. Hein. C'est une génération qui a été déportée là-bas, des millions d'Africains. Et puis là, on leur fait payer le prix. Pour moi, les choses sont claires. On fait payer le prix depuis très longtemps à Haïti
d'être la première république noire. Vous voyez? Donc, je me pose aussi des questions par rapport aux frères qui vivent aux États-Unis. Parce qu'il y a une très grande diaspora haïtienne aux États-Unis. Il y en a qui, j'imagine, qui doivent occuper des postes importants. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne se constituent pas, je sais pas moi, un groupe de lobby pour saisir les hommes et les femmes politiques aux États-Unis. Je me suis toujours posé la question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'ils le font, mais en tout cas, dans ce cas-là, on se pose des questions à un moment donné. À quelle est l'efficacité? Vous voyez? Mais franchement, ça doit nous préoccuper tous parce que l'observation que je fais, c'est que je dis, quand il y a eu la catastrophe en 2010, il y a eu beaucoup d'argent qui a été récolté. Quand on fait le bilan, ben, on se demande à quoi a servi cet argent. Alors on dit que ça a été géré par Bill Clinton et tout ça, tous ces gens-là qui sont des cupides avec des mœurs complètement, comment dire, je veux dire, pas recommandables, quoi, à vrai dire. Vous voyez? Et tous ces gens-là, c'est des gens qui méprisent les Noirs. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que là, quand on voit Haïti, c'est 99, pour ne pas dire 100% de Noirs. Et c'est la raison pour laquelle on laisse les gens comme ça crever, les gens mourir, les gens vivent dans la misère. Hein. Alors que le sous-sol, hein, on a appris il n'y a pas longtemps que le sous-sol, comment dire, d'Haïti est très très riche. Donc vous voyez, ces pays-là qui sont la France, le Canada et les États-Unis, tout ce qu'ils font, c'est s'aimer le chaos en permanence là-bas, le statu quo, et puis comme ça, eux, ils continuent à profiter des richesses de cette île-là, hein, qui est un grand pays, hein, à tous les niveaux, sur le plan historique, et puis sur le plan, comment dire, culturel. Ah oui, Haïti, il ne faut pas oublier, hein, il y a des grands peintres, mais surtout la musique. Vous voyez, donc ils ont inspiré pas mal de personnes, et donc, en fait, je tenais à faire cette vidéo pour apporter mon témoignage, pour dire que tous les frères et sœurs de la diaspora, il faut vraiment être sensibilisés sur la cause haïtienne. C'est pas normal que les Haïtiens soient livrés à eux-mêmes. C'est pas normal. Parce que les autres, en face des impérialistes, les colonialistes, là, eux, ils en ont rien à foutre. Hein, la mort d'un noir, ça compte pas pour eux. Voilà. Vous comprenez? Donc là, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein, je tenais absolument à faire la vidéo et puis de dire que quand le moment viendra, c'est-à-dire quand je serai disponible pour une quantité de t-shirts que j'aurais fait le pressage, eh bien, je ferai une vidéo spéciale pour dire que voilà, là maintenant c'est disponible et on verra ce qu'on pourra faire, notamment au niveau des commandes et tout ça. Voilà. Merci en tout cas à vous tous de continuer à me suivre, partager au maximum et puis je vous dis à très bientôt, on lâchera rien. Merci bien.